Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Le chef de l'État a présidé hier un conseil des ministres tenu au palais présidentiel. Le conseil a pris des mesures en vue d'éradiquer la cybercriminalité et également la traite et l'exploitation des jeunes filles ivoiriennes envoyées comme filles de maison dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. Et chaque année, l'Organisation maritime internationale célèbre vers la fin du mois de septembre la Journée mondiale de la mer. Ici en Côte d'Ivoire, les autorités ont décidé de la célébrer aujourd'hui 6 novembre. Les festivités auront lieu au port autonome d'Abidjan. Mais avant, je vous propose d'écouter le message du gouvernement recueilli par Francis Boifou. Faire du secteur maritime ivoirien un levier important de l'économie d'ici à 2020. Pour atteindre cet objectif, l'État invite l'ensemble des acteurs à se conformer aux législations nationales et internationales régissant la gouvernance des océans, des activités maritimes et portuaires. Un secteur menacé par les pirateries, les vols à main armée et autres actes illicites. Face à ces menaces, le ministre des Transports Gaoussou Touré rappelle que l'État a pris en février dernier un décret visant à coordonner l'action des administrations maritimes ivoiriennes dans la lutte. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a déclaré dans son appel à ses pairs son engagement en faveur de l'adoption définitive d'un document juridique contraignant. Il s'agit du Code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie, des vols à main armée à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest. La célébration de la 37e journée nationale de la mer au port autonome d'Abidjan ce 6 novembre sera l'occasion pour les acteurs de réfléchir à des stratégies pouvant freiner l'insécurité sur les navires et dans les océans, surtout que 90% du commerce international s'effectue par voie maritime. On s'intéresse à présent au plus grand marché africain dédié à l'audiovisuel. Le Discope Africa a ouvert ses portes à Johannesburg en Afrique du Sud. 95% des transactions audiovisuelles pour le marché africain ont été conclues ou initiées à l'occasion de ce rendez-vous important. Et pour rappel, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à cette 9e édition. Christelle Menon. Annoncé il y a déjà plusieurs mois, Discope Africa a ouvert ses portes ce matin à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un départ plutôt prometteur, 1300 visiteurs déjà présents sur les 2000 attendus. Ça y est, nous venons d'obtenir notre passe, le sésame pour ce grand marché de l'audiovisuel. Au programme ces 3 jours, conférences, pitching, visite de stand pour les acheteurs et exposition pour les vendeurs. Je vous propose une visite guidée des lieux. Charité bien ordonnée, direction le stand de RTI Distribution, la petite dernière des plateformes de distribution africaines qui déjà se frotte au plus grand. Jusqu'à aujourd'hui, la production audiovisuelle ivoirienne n'avait pas bénéficié spécialement d'une ouverture à l'international. Et notre grand atout repose effectivement sur l'exploitation de ces programmes-là. Face à plus de 250 exposants distributeurs de contenu ou ombrelles nationales, on retrouve les acheteurs. La RTI fait aussi ses emplettes. Ici, on sélectionne déjà les programmes qui feront prochainement partie de la grille des 2 chaînes RTI 1 et RTI 2. Après ce Discope, les Ivoiriens peuvent s'attendre à des contenus de programmes plus proches de leurs attentes. Nous venons voir ce que les gens nous proposent, qu'est-ce qui est en phase avec notre cahier de charges, qu'est-ce qui est en phase avec les attentes du public ivoirien, des téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Des critères à tenir pour un diffuseur quand on est sollicité dans ce marché par des centaines de distributeurs ou producteurs. Ils viennent du monde entier, environ 70 pays représentés. Dans un contexte de transition numérique pour certains et de passage effectif au numérique pour d'autres, l'Afrique intéresse beaucoup. Des milliers de programmes fiction TV sur le plateau de service, de quoi donner l'embarras du choix. Le nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique est connu depuis hier. Il s'agit de la Botswanaise Matshidiso Moeti. Elle a été élue par la majorité des délégués des 37 pays africains présents sur les 47 attendus. Et c'était à la faveur de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui se tient depuis lundi à Cotonou, la capitale béninoise. Delphine Bla.
Le découragement se lit sur les visages, mais le fair play a régné. Sur 5 candidats, le professeur Ndrioma Thérèse de la Côte d'Ivoire, le docteur Jean-Marie Okobele de la RDC, le docteur Fatoumata Nafo Traoré du Mali, le professeur Dorothée Kindo Gazar du Bénin, c'est le docteur Machidiso Rebecca Moueti du Botswana qui a été élu à la tête de l'OMS de la région africaine. Je remercie tous mes collègues qui ont été des concurrents et j'avais beaucoup aimé l'esprit dont nous avons fait ce travail et nous nous sommes mis d'accord que nous allons travailler ensemble dans le futur pour améliorer la santé des Africains. Elle succède ainsi à Dr Louis Sambo qui a dirigé l'OMS pour l'Afrique pendant 10 ans. Dès que le verdict est tombé ce matin, la délégation ivoirienne a souligné que la candidate de la Côte d'Ivoire n'a pas démérité. Elle a fait une très bonne prestation au grand oral hier et tout le monde s'est accordé pour reconnaître qu'elle avait les qualités et les capacités pour diriger cette organisation. Madame Thérèse Ndrioma n'a pas démérité. Elle a toute la confiance du président de la République qui a suivi de bout en bout sa campagne électorale et ce scrutin. Et Ali Koulibaly a aussi ajouté que l'Afrique de l'Ouest doit tirer les leçons pour avoir présenté 3 candidatures. Nous payons le luxe d'avoir aligné 3 candidates de l'Afrique de l'Ouest, alors que nous aurions pu faire preuve de solidarité pour avoir ce poste prestigieux de directeur régional de l'OMS. Pour le ministre ivoirien de la Santé, il y a des choses à revoir au niveau de l'OMS. À l'avenir, il faudra également que certaines dispositions qui ne figurent pas et qui représentent un vide juridique dans les textes de l'OMS, en tant que ministre de la Santé, je pense que je vais soulever cela lorsque nous allons nous trouver en session. Il faudrait que les textes de l'OMS soient clairs. La candidate de la Côte d'Ivoire, celle qui a placé la santé au cœur de l'émergence, garde toujours espoir. Je garde beaucoup d'espoir pour me mettre au service de l'Afrique à d'autres occasions. Et je voudrais franchement remercier le président de la République pour la confiance placée en moi, pour tous les efforts qu'il a fait, son implication personnelle. La candidate du Botswana élue sera présentée au conseil exécutif de l'OMS qui va entériner son élection en janvier 2015 avant sa prise de fonction en février 2015 pour 5 ans. La course pour le vaccin contre l'Ebola se joue principalement en Suisse. Sur les 500 volontaires prévus pour réaliser les tests cliniques des 2 produits expérimentaux sélectionnés par l'OMS, la moitié sera recrutée par les hôpitaux de Genève et Lausanne. L'hôpital de Lausanne en Suisse. Au service des maladies infectieuses, c'est une séance de vaccination qui se déroule sous les flashs des photographes. Dans cette boîte, un vaccin expérimental contre Ebola. Nom de code, le CAD3 Ebose. Tina s'est portée volontaire. Elle travaille pour une ONG et partira bientôt sur le terrain. Plus tôt on aura un vaccin, mieux ça sera, et plus on pourra sauver de vies. Le CAD3 Ebose est le plus avancé des candidats vaccins. Il a été développé aux États-Unis par le laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline. Les premiers tests ont été jugés prometteurs. Cette fois, il s'agit de vérifier que le produit injecté, qui ne contient qu'une partie du virus, peut déclencher la production d'anticorps, autrement dit des cellules de défense de l'organisme. Et si ça fonctionne, ça permettra de montrer que le vaccin déclenche une réaction immunitaire. Et si c'est le cas, ça nous donnera confiance pour effectuer des tests à grande échelle. À l'hôpital, le téléphone ne cesse de sonner. Des volontaires. 120 personnes ont été sélectionnées. Des soignants sur le point de partir dans les pays touchés par Ebola, mais pas seulement. Traditionnellement, les volontaires sont plutôt des étudiants en médecine. Et effectivement, il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui se sont manifestés. Mais il y a aussi beaucoup de personnes du public qui veulent apporter leur contribution. Et ça, c'est très encourageant. Les premiers résultats sont attendus mi-décembre. S'ils sont positifs, d'autres essais cliniques débuteront dans les pays concernés.
au premier trimestre 2015, espèrent les chercheurs. Les midterms ou élections de mi-mandat se sont tenues le 4 novembre dernier aux États-Unis et les républicains sont sortis vainqueurs de ce scrutin. Tous les pronostics l'annonçaient, les républicains remportent les élections américaines de mi-mandat. Non seulement ils renforcent leur majorité à la Chambre des représentants, mais ils contrôlent maintenant le Sénat. Le résultat de victoires écrasantes dans certains États clés, comme le Colorado. C'est un message limpide destiné à Washington. Faites votre boulot, débarrassez le plancher. Demain, nous travaillerons à corriger Washington, qui est en décalage, déconnecté de la réalité et dépassé. Succès surprise aussi en Arkansas de cet ancien soldat d'Irak et d'Afghanistan. C'est une victoire que nous espérions tous et même que nous attendions, mais peut-être plus tôt et plus forte que prévu. Mais les républicains n'auront pas pour autant assez de sièges au Sénat pour passer leur loi en force. Il faudra faire des compromis et le nouveau chef de la majorité républicaine le sait pertinemment. Ce n'est pas parce que nous avons un système à deux partis que nous devons être en perpétuel conflit. Je pense avoir montré par le passé, à des moments critiques, que je savais me montrer juste. Comme beaucoup de ses prédécesseurs, le président Obama se retrouve avec une cohabitation pour ses 2 ultimes années de mandat. Un échec personnel et une marge de manœuvre difficile pour ses derniers grands chantiers à venir. Vendredi, réunion de travail à la Maison-Blanche entre démocrates et républicains. Faisons à présent une incursion dans l'astrologie chinoise. 2014 est placée sous le sceau du cheval. Ça a été décrété l'année du cheval, une année qui a vu une hausse des naissances. Des bébés et encore des bébés. La Chine doit faire face à un baby boom. La raison, un assouplissement de la traditionnelle politique de l'enfant unique dans la majorité des régions. Beaucoup de maternités sont saturées. L'année dernière, nous avons eu 2318 accouchements. Mais cette année, on a déjà atteint ce chiffre uniquement sur la période allant de janvier à septembre. Je pense que le taux d'augmentation des naissances est de 30%. Conséquence, il n'y a plus assez de nourrices. Le recrutement devient de plus en plus difficile. 10 familles m'ont fait une demande de nourrice l'an dernier. À ce jour, j'en ai autant alors que l'année n'est même pas finie. Une famille a embauché une nourrice 3 mois à l'avance. Maintenant, les embauches se font 3-4 mois avant la naissance. L'année du cheval amplifie ce baby boom. L'astrologie chinoise promet chance et dynamisme pour les nouveau-nés de 2014. Cela fait les affaires des commerçants. Depuis que nous sommes entrés dans l'année du cheval, nos ventes ont augmenté, surtout les 2 derniers mois. Certains produits sont même en rupture de stock. Cet assouplissement du dogme de l'enfant unique doit permettre à terme d'enrayer le vieillissement de la population chinoise. Et c'est fini pour ce premier point de l'actualité de la journée. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.